Les 7 et 8 juin prochains, ici, à La Ferté-Alais, il y a le meeting de l'année qu'il ne faut surtout pas louper. Et dans les démonstrations aériennes qu'il faudra voir, il y a celle du Junker 52. On a derrière nous l'entretien hivernal du Junker 52, qui est le dernier Junker en état de vol au niveau mondial sur des milliers fabriqués. Et accrochez-vous bien, un des instructeurs, j'ai même envie de dire le dernier instructeur actuellement qualifié pour vous lâcher sur Junker 52, va nous expliquer comment est-ce qu'il fait la démonstration sur cet avion absolument mythique que vous avez probablement vu dans de nombreux films. Et s'il n'y en a qu'un seul à citer, OSS 117. Ça va, Jack? Ça va, Hubert. Alors, allons redresser cet avion. Revoilà, Christophe, toujours dans le hangar du musée Volant-Salis. Avion de l'amicale Jean-Baptiste Salis, le Junker 52. Donc, comme l'a dit Pierre-Henri, le seul avion en état de vol au monde actuellement. Il y en a eu 4400, je crois, de construits. Et il n'en reste plus qu'un seul. Il y en a eu à une époque 6 en Europe. Il y en avait un, la Lufthansa, qui faisait du transport public de passagers, qui a été arrêté et qui est au musée. Il y en avait 4 dans la compagnie suisse Juair. Il y en a eu un, hélas, qui s'est crashé, un crash abominable. L'avion n'avait rien à voir là-dedans, d'ailleurs, il y a de ça quelques années. Donc les 3 qui restaient, l'aviation fédérale suisse, la DGAC suisse, a fini par, on va dire, mettre tellement de contraintes dans la reprise des vols qu'ils ont fini par mettre la clé sous la porte. Il y a eu un Junker 52 qui volait en Afrique du Sud, mais a priori, il ne vole plus. Je pense qu'il est au musée. Et même chose aux États-Unis, du côté de Norfolk, en Virginie. Et a priori, d'après des renseignements qu'on a eus il n'y a pas très longtemps, il semblerait qu'il ne vole plus non plus. Donc le seul Junker 52 sur 4400 construits, il est ici, il est en parfait état de vol et il est parfaitement authentique du début à la fin. C'est un avion qui a été construit en France occupée en 1943 dans les usines Amio, comme Junker 52 bien évidemment. Certains disent que c'est un CASA parce que le CASA a été construit en Espagne, c'est absolument faux, c'est un vrai Junker 52. Et il a été donné par Hitler à Franco. Franco et Hitler ont échangé 30 Junker 52 contre des terres rares. Et celui-ci, comme on le voit sur la dérive, c'est le numéro 24. Donc il a été donné et il a fait toute sa vie opérationnelle en Espagne. Les ailes, une fois, ont été changées parce qu'il y a eu une tempête et les ailes ont été abîmées, donc les ailes ont été changées. Et les moteurs BMW d'origine ont été changés pour des moteurs Nmasa qui sont basés sur des copies de moteurs Wright américains. L'envergure est de presque 30 mètres, un peu moins, 37 cm supérieure à celle d'un Boeing 737, série 100, 200, 300, les premiers. Le poids, il fait maximum 11 tonnes et on a une surface à l'air de 110 mètres carrés. Alors comme on ne fait pas toujours 11 tonnes et on peut descendre à 6 tonnes 7 tonnes à peu près, l'avion plane très bien. L'avion plane très bien. Que vous dire sur cet appareil? Il est arrivé il y a 24 ans à l'amicale, en vol, mais dans un état absolument lamentable. Et l'équipe qui a été chargée, enfin on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on le met en pot de fleurs à l'entrée de l'association, soit on le refait à neuf. On s'est dit, on le refait à neuf. Et ça a nécessité des années, des dizaines de milliers d'heures de travail. Le circuit carburant, pour information, on a trouvé qu'il y a des endroits où les flexibles de carburant avaient été remplacés par du tuyau d'arrosage. Donc on s'est dit, on refait tout à neuf. Et ça a été un travail absolument phénoménal. Moi, je pilote cet avion depuis un peu moins de 16 ans. Alors comme je suis le plus expérimenté, j'ai été nommé instructeur par la DGAC, mais uniquement sur cet avion-là. J'ai donc transformé 2 nouveaux pilotes l'année dernière dessus, nous sommes 4 actuellement. Quelles sont les difficultés de l'avion? Le roulage. Les freins sont sur les manettes des gaz. Au niveau des pieds, vous n'avez rien. Alors, toujours pareil, un pilote a tendance, il se passe quelque chose devant lui, il a tendance à freiner. Avec les pieds, non, louper, c'est sur la manette des gaz. Donc vous avez une position ralentie, et quand vous prenez la manette et que vous la manœuvrez vers le bas, avec pas mal de force d'ailleurs, et bien sur la manette de gauche, vous freinez à gauche, sur la manette de droite, du moteur droit, vous freinez à droite, et sur la manette du moteur central, vous freinez sur les deux en même temps. Alors ça paraît pas comme ça, mais c'est pas du tout pratique à faire. Surtout si on roule sur de l'herbe un petit peu mouillée et un petit peu haute, c'est un exercice de style. En plus, comme je vous l'ai dit, presque 30 mètres d'envergure, donc il faut faire un petit peu attention où on va. Je me souviens d'un meeting en Allemagne où il fallait rouler jusqu'à la pompe à essence avec des avions de partout. C'est de la dentelle, c'est pas facile. Au niveau des commandes de vol, alors c'est vraiment pas des commandes de vol électriques. Là, il faut avoir des bras de camionneur. Surtout si on veut faire un virage assez serré d'un côté et le renverser de l'autre.
Là, c'est en plaisantant, les deux pieds sur le tableau de bord. Non, on évite. Et c'est quand même assez musculaire. Mais on arrive à le mettre, alors c'est pas recommandé, mais en présentation en vol, si on est suffisamment haut, suffisamment vite, on arrive à faire un virage quasiment sur la tranche. C'est pas recommandé, il faut avoir de la vitesse et de l'altitude, mais on peut bien l'incliner, ça n'a rien à voir avec les avions du début du siècle. Profondeur efficace, direction efficace. La grande particularité de cet avion, c'est qu'il est assez fin, et il y a un effet de sol assez important. Donc si on opérait tout le temps sur des pistes de 2400 mètres, ce ne sera pas un problème. Bon. Mais justement, ce n'est pas le cas. La FRTLS, c'est 1000 mètres en herbe. On fait pas mal de meetings sur des pistes de 1000 mètres en herbe. On essaie justement de ne pas aller sur des terrains de moins de 1000 mètres, ou alors il faut qu'il y ait une pente. On fait toujours un meeting en Allemagne, je crois que c'est Cobourg de mémoire, qui se situe sur une sorte de colline, avec une piste assez courte, mais par contre, il y a une pente énorme. Donc là, la pente compense la longueur de piste. On peut y aller, mais on n'aime pas trop, quoi. Pourquoi? Parce que cet avion est malgré tout très fin. Je vous l'ai dit, 30 mètres d'envergure, enfin un peu moins, 110 mètres carrés de surface à l'air. Donc si on arrive un peu trop vite, alors on réduit à fond, il n'y a pas d'aérofrein, on réduit à fond, et j'ai envie de dire que rien ne se passe, c'est-à-dire qu'on ne décélère pas. Si on est un peu trop haut, c'est pareil, un peu trop haut, un peu trop vite. Alors si c'est très loin de la piste, on a peut-être le temps de récupérer, mais si c'est trop près, c'est fini, c'est fichu. Et il ne faut surtout pas se dire, je me pose quand même, et il faut remettre les gaz. Il faut remettre les gaz, ça arrive. Même avec des années d'expérience, il y a des fois, ah bah tiens, ça fait... Parce qu'on n'est quand même pas surentraîné sur cet avion. Donc quand on ne vole pas pendant 6 mois, qu'on reprend la machine, eh bien il se peut très bien qu'au premier atterrissage, on se dit, pétard, je me suis fait encore avoir, j'ai 135 km/h, ça s'arrête peut-être, mais bon, on va remettre les gaz et puis on va faire mieux. Bon. L'ego en prend un petit coup, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Il faut arriver donc à entrer de bande à la bonne vitesse. Et une fois qu'on est posé, on a trouvé une petite astuce pour bien freiner l'avion. On demande aux mécaniciens navigants, si je puis dire, je vais revenir dessus, de nous rentrer les volets. Donc ils nous rentrent, c'est une manette sur le côté, une belle manette en bois. Bzzz, ils nous rentrent les volets à toute vitesse et ça assoit l'avion, ça l'écrase un petit peu. Les freins sont plus efficaces. Et là, quand les freins sont bien réglés, parce que la plupart du temps le cas, on s'arrête facilement. Mais il ne faut jamais, avec cet avion-là, sur aucun avion, je vais vous dire, même sur les avions anciens, moi je me pose début de bande à la bonne vitesse, parce que la piste qui est derrière nous, ça ne sert à rien. Et là, il ne faut vraiment pas se permettre de se dire, je vais me poser 15 km/h trop vite avec 300 mètres long. Si la piste, encore une fois, fait 3 km, ce n'est pas un problème, mais justement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc on brief quand on transforme un pilote. La première fois, je lui dis, bah, écoute, tiens, je te dis rien, tu vas te poser entrée de bande entre 110 et 130. Pas moins de 110, pas plus de 130. Débrouille-toi. C'est pas pour le coincer, c'est pour qu'il prenne conscience de la difficulté de l'affaire. Certains y arrivent très bien d'ailleurs, il n'y a aucun problème, mais c'est pas évident et des fois on se fait coincer là-dessus. Il est certifié à 2 pilotes, mais on l'exploite à 3. Donc il y a un pilote, un copilote qui, comme dans toutes les compagnies, je dirais, fait le rôle de mécanicien, manœuvre certains instruments, fait la radio, la navigation. Et on emploie également ce qu'on appelle un mécanicien navigant. En vérité, il n'y a pas de certificat de mécanicien navigant. C'est un mécanicien qui vient avec nous, qui a été formé aussi. On demande pour ce qui est des affichages moteurs, on lui demande d'afficher telle ou telle puissance. Il fait un petit peu le rôle de mécanicien navigant parce que quand on présente l'avion, c'est bien d'être à 3. Alors pour présenter cet avion, c'est pareil, on ne risque pas de faire un tonneau barriqué, une boucle ou quelque chose comme ça. On a trouvé une petite démonstration, on décolle, on essaye de passer vent arrière en montant. Et le but, c'est de prendre suffisamment d'énergie pour arriver à grande vitesse, ce qu'on appelle un passage à l'anglaise, c'est-à-dire incliné sur un arc de cercle, remonter toute la piste comme ça. Alors, il faut gérer l'inclinaison, parce que si on incline de trop, c'est peut-être plus spectaculaire, mais on va finir sur le public, donc ça, c'est pas non plus prévu. Donc, on passage à l'anglaise, ensuite on ouvre à droite, on fait une oreille par la gauche, donc un virage assez incliné, on revient, on fait la même chose, un peu moins vite, parce qu'on a moins d'énergie, on refait une oreille par la gauche, et là, on essaye une grande inclinaison, mais c'est pas forcé. Ensuite, on fait un virage de 360 degrés serré, donc, alors là, c'est pareil, c'est physique. On essaye de faire un virage le plus serré possible. Ce qui nous permet de décélérer également. Là, du coup, on passe une sorte de vent arrière. On sort les volets, parce qu'il n'y a que ça à sortir. Le train est fixe, bien sûr, il n'y a pas de bec. On sort les volets et on essaye de faire un passage à très faible vitesse face au public. Alors, comme l'avion est gros, on a l'impression toujours qu'il est moins rapide de ce qu'il n'est réellement. Il n'est pas question, encore une fois, je vous l'ai dit, il décroche à 97.
Il n'est pas question de passer en dessous de 110 km/h minimum, et à condition qu'il n'y ait pas de rafale de vent encore. Bon, enfin, bref. Mais s'il y a du vent de face, ça peut être assez spectaculaire. Il y a des gens des fois qui nous disent « Oh là là, mais c'est du style, c'est risqué ce que vous faites ». D'abord, il n'y a aucun vol sans risque, mais non, c'est pas risqué, on ne fait pas n'importe quoi. Ensuite, on passe vent arrière, et puis on fait un dernier virage. Alors l'idéal, c'est de faire un dernier virage serré. Hop, on dégauchit, on se pose, impeccable. Il y a une année, il y a 1 ou 2 ans, le samedi, c'était impeccable. J'ai fait un beau truc comme ça. Et puis le dimanche, je me suis fait avoir. C'était pas bien présenté, dégauchi un petit peu trop tard, pas forcément très bien aligné. Eh bien, remise des gaz, on passe vent arrière et on recommence. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un avion très attachant malgré tout, alors extrêmement bruyant à l'intérieur. On utilise des casques ANR à réduction de bruit, parce que alors, sinon c'est même pas la peine. Il y a 2400 litres de carburant, on consomme 400 litres heure, un peu moins, mais on arrondit à 400 litres heure. Donc 6 x 4, 24, théoriquement ça permettrait de voler pendant 6 heures. On fait jamais des vols aussi longs que ça, mais on a déjà fait des vols de 4 heures, 4h30. Je vous assure que quand on fait 4h30 le soir, on n'a pas besoin de berceuse pour s'endormir. Et à l'époque, c'était un avion donc, qui croise à 200, 220 km/h. Donc si on fait 5 heures de vol, on va dire on fait 1000 km à peu près. Et quand il est sorti à l'époque, c'était aucun avion ne permettait de faire 5 heures de vol, 1000 km d'un seul coup à 200 km/h. C'était un avion remarquable. L'entretien est énorme. On a une équipe de bénévoles extrêmement dévouée, extrêmement performante. Je rends hommage à Robert, qui est notre, s'il m'entend, il va m'arracher les yeux, qui est notre chef mécanicien, on va dire, qui a vraiment, c'est l'esprit de l'avion. Ça fait 24 ans qu'il a reconstruit l'avion, pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui l'aident, bien sûr, mais il connaît absolument tout par cœur. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont une telle connaissance de l'avion et puis une telle minutie, c'est-à-dire qu'on a un programme d'entretien, on dit, allez, cette année on fait ci, cette année on fait là, en dehors de l'entretien classique. Hein. On a même une certaine année réussi à faire radiographier les ailes, les longerons, pour voir s'il n'y avait pas la moindre crique ou des choses comme ça. Et c'est entretenu. Et je vous dis, entre novembre et mars, on passe notre temps dessus. On passe notre temps à entretenir l'avion, des fois à repeindre un petit peu. Le problème aussi, c'est les moteurs. C'est-à-dire qu'on n'en a pas 50 d'avance, donc on en a 1 ou 2. Donc on fait bien attention à ça. Mais c'est un avion, j'ai envie de dire, solide comme un Panzer, enfin Deutsche Qualität. C'est-à-dire que c'est increvable, Le problème, c'est qu'il en reste si peu parce que ça a fait la guerre. Et sur les 4400 qui ont été construits, je crois, comme je vous dis, il n'en reste plus qu'un seul. Une petite anecdote sur l'opération Mercure en 1941, je crois que c'est mai 41. Les Allemands décident d'envahir la Crète et envoient des centaines et des centaines de Junkers 52 avec des parachutistes. Et par contre, les Alliés étaient là avec des avions de chasse. Et en 3 jours, ils s'en sont fait descendre 260. 260 Junkers 52 en 3 jours. Un avion de chasse qui tombe sur un Junker 52, le Junker est mort, c'est fini, c'est terminé. Théoriquement, il y avait des mitrailleuses. On a sur le dessus un poste de mitrailleur. Il pouvait y avoir des mitrailleuses latérales. Il y avait même une mitrailleuse au-dessus du poste de pilotage. Mais bon, c'était des mitrailleuses de faible calibre. Et face à un avion de chasse qui vous déboule dessus avec des canons de 20 ou de 30, c'est terminé. Donc c'était pour eux vraiment un problème. Il ne fallait surtout pas se faire intercepter, sinon ils savaient qu'ils y restaient. Un avion qui est pas mal demandé en meeting, pas mal en Allemagne, évidemment, ça vient de chez eux. Et ils sont toujours surpris, ils nous disent, mais bon, on vous a envahi 2 fois, on vous a fait une guerre atroce et tout le machin, et vous peignez l'avion aux couleurs allemandes. Alors on dit oui, mais on ne va pas le peindre aux couleurs du US Air Force, hein, forcément. Alors il y en a eu en France, puisqu'après la fin de la guerre, il y en a eu dans la marine, il y en a eu dans l'armée de l'air. Après la fin de la guerre, on a continué à construire l'avion, je ne dirais pas sous licence, parce qu'on ne leur a pas demandé s'ils nous donnaient la licence ou pas, ils avaient perdu la guerre. Donc on l'a continué à le construire, et sous l'appellation de Toucan. Et il a énormément servi en Indochine, en Algérie, et ensuite encore après, pas mal d'années. On aurait pu le faire aux couleurs françaises, c'est vrai, tout à fait. Mais c'était des couleurs souvent aluminium, avec juste les cocardes. On a trouvé qu'un Junker 52 allemand, c'était mieux. En tout cas, les gens apprécient beaucoup. Une dernière anecdote, c'était hélas avant que j'arrive sur l'avion, il y a 15-16 ans. Un meeting se fait en Allemagne et une petite dame arrive avec son père qui tenait à peine debout et qui nous demande, enfin qui demande à l'équipage de l'époque, est-ce que je pourrais visiter l'avion, est-ce que mon père pourrait visiter l'avion? Oui, bien sûr, pas de problème. Donc ils ont réussi à le faire monter, il devait être très âgé, à le faire monter et l'installer au poste de pilotage, et là il s'est mis à pleurer.
parce qu'il avait fait Stalingrad. Il était jeune pilote sur Junker 52, il avait fait Stalingrad en juillet 52. Il est rentré dans cet avion, comme tout est marqué, nous on a voulu faire quelque chose de parfaitement authentique, donc tout est marqué en allemand. Auf, zu, il y a même marqué sur les démarreurs qu'il faut crier « Maschine frei » avant de démarrer. Donc il a revu ça et il s'est pris une claque mémorielle dans la figure, il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est retrouvé, je ne sais plus combien, 50 ou 60 ans avant. Voilà. Robert, tu veux pas apparaître? Filmez-le, filmez-le. Un petit mot. Voilà Robert, l'âme du Junker 52 qui connaît l'avion par cœur. Une fois, encore une anecdote, une fois je trouve dans le cargo un petit boulon qui traînait et je viens le voir, je lui dis Robert, j'ai trouvé ce petit boulon quelque part dans le cargo. Ah, il me dit je sais d'où ça vient. Il connaît l'avion absolument par cœur, il a consacré 24 années de sa vie à entretenir cet avion d'une manière remarquable. Et tout le mérite lui en revient sincèrement. Bon, il n'était pas tout seul, mais je vous assure que le jour où il n'est plus là, moi je ne vole plus sur l'avion.